Salut à toutes et tous, bienvenue dans le Salon Caviar, l'émission du magazine Caviar, tous les lundis à 19h30 d'habitude. On a un petit peu de retard, mais on espère que vous ne nous en tiendrez pas rigueur. On est présent aujourd'hui, comme d'habitude, pour parler de MLS, la Major League Soccer, le championnat nord-américain de football des États-Unis, mais aussi avec 3 franchises au Canada. On aura l'occasion de détailler ça un petit peu plus tout au cours de l'émission. On va également parler des sélections canadiennes et américaines de football, des systèmes de ligue fermée, bref, de tout ce qui entoure et contoure le football outre-Atlantique. Alors restez bien avec nous, ça va être une émission super sympa, d'autant qu'il y a une équipe, comme d'habitude, de choc, avec à ma gauche Marc Maloisel, notre caution juridique de d'habitude. Bonsoir Elio. Comment ça va? Ça va super, une très belle équipe autour de la table, donc ça va être cool. Exactement. À côté de toi, Christophe Grognard, comment ça va? Ça va et toi? Ravi Ouais. d'être avec vous. Très bien, merci. Swan Dufour, comment ça va, notre docteur national? Ouais, je m'y attendais à celle-là, bah écoute, ça va très bien et toi, Elio? C'est pas la seule de l'émission, si tu veux Ah ouais, préparer. tu vas m'en mettre d'autres? Je t'en dis pas plus. D'accord. L'invité à côté de Swan, Kevin Nieto, qui est Flex Scout sur Twitter, plus connu comme ça. Notamment, tu animes un podcast Hype MLS dans lequel tu parles de foot outre-Atlantique. Tu bosses également pour Free Ligue 1, l'application créée par Free, justement. Comment ça va? Bah écoute, ça va très très bien. Je suis très content d'être avec vous. Merci pour l'invitation. Eh ben, Très content de pouvoir parler MLS avec vous. Bah, merci à toi, justement, pour commencer un petit peu ce sujet de la MLS. Toi qui connais bien ce championnat, comment est-ce que tu as fini par t'y intéresser, tout simplement? Écoute, à la base, j'ai commencé à m'y intéresser en 2011-2012, au moment où Montréal, à l'époque c'était l'Impact de Montréal, rentre en MLS. Il y avait une grosse colonie italienne, européenne à l'époque. Et donc je suis tombé un peu dessus par hasard, après avoir regardé un reportage sur le Canada. J'ai dit, bon, tiens, on va regarder ce qu'il y a comme foot. Et une chose en entraînant une autre, tu vois, MLS. MLS, après, je m'y suis remis vraiment il y a quelques années, parce que tu peux pas suivre non plus, voilà, quand Ouais. tu as les études en même temps, c'est un peu compliqué, décalage horaire, etc. Et voilà, depuis que vraiment je suis revenu sur les réseaux sociaux, que j'ai commencé à en discuter et compagnie, bah, c'est sympa parce qu'au final, il y a des gens qui s'y intéressent. Et donc je continue à en parler, ça marche plutôt pas mal. Et justement, est-ce que c'est compliqué à suivre comme championnat, sachant qu'il me semble que c'est pas diffusé, c'est ça, en France? Ouais, c'est plus diffusé en France, il y avait encore les droits sur Bein il y a quelques années, mais là c'est plus diffusé, donc malheureusement pour le suivre, c'est un peu galère. C'est un peu galère, tu dois passer par des moyens plus ou moins légaux, ou alors voilà, tu On va rien dire débrouilles de comme plus tu pour peux. pas se faire démonétiser, mais... T'essayes d'avoir un replay quelque part, voilà, ça peut être compliqué. Voilà, après, je trouve toujours une solution, c'est pas un souci, mais c'est vrai que ça peut être compliqué. Et tu sais pourquoi ça a été enlevé de la chaîne Bein? Pourquoi ils le diffusent plus? C'est une bonne question. Après, je pense que c'est peut-être de l'audience, parce que mine de rien, c'est la nuit, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a déjà pas mal de monde sur le basket. C'est ça, il y a l'NBA en l'occurrence. Tu vois, donc je pense qu'à mon avis, c'est en termes d'audience, ça devait peut-être pas être assez intéressant pour eux à l'époque. J'en sais pas plus, je sais pas. Justement, les États-Unis et le Canada, que vous retrouverez dans le prochain magazine Caviar, la 11e édition du nom, avec un super reportage de Louis Fabre, qui est parti notamment justement aux États-Unis et au Canada, pour travailler un petit peu sur ces académies et sur les jeunes joueurs français qui veulent percer là-bas. Je n'en vous en dis pas plus, vous verrez dans le magazine comment c'est, mais je vous promets, le reportage est génial. Pour revenir à nos moutons sur la MLS, Marc, concrètement, comment ça fonctionne? Il me semble qu'il y a 2 conférences, c'est ça on appelle ça les associations en l'occurrence d'ailleurs, dans lesquelles les clubs évoluent, c'est ça? Ouais, 2 conférences, donc je vais pas dire de bêtises, sinon Kevin va vite me reprendre, mais suis 2 là. conférences, Ouest, Est, 14 équipes par conférence. Puis voilà, après ça se finit un peu comme la NBA, la NFL, avec des playoffs pour désigner un champion. Ouais. Et c'est une ligue qui est fermée en l'occurrence. Ouais, c'est une ligue qui est fermée et qui marche sur le système d'expansion. Donc régulièrement, là en ce moment tous les ans, il y a une équipe au moins par saison qui se rajoute tout simplement et on va atteindre 30 voire un peu plus. Avec Saint-Louis l'an prochain Voilà, notamment. avec Saint-Louis qui va arriver, il va y avoir environ 30 franchises. Le but en fait c'est d'arriver à 30 au moment du mondial notamment ou un peu avant. Mais donc ouais, c'est une ligue fermée, donc tu y rentres si tu as de l'argent pour mettre une franchise. Oui, quand la MLS a été créée dans le sillage de la Coupe du Monde 1994, il n'y avait que 10 franchises à la base, et ça fonctionne en effet sur le système de ne pas pouvoir être promu ou relégué, et c'est en effet le système fermé. Aujourd'hui, on en a du coup 26. Qu'est-ce qui a favorisé une telle expansion, et pourquoi à la base ça n'enthousiasmait pas trop les équipes d'être en MLS? Parce que ça a mis du temps à passer de 10 à 12-13, et ensuite c'est parti. Déjà, il faut savoir que, tu l'as dit, ça a été dans le sillage de la Coupe du Monde, et c'est même plus que ça, c'est que la FIFA, pour donner le mondial aux États-Unis, ils leur ont dit ok, mais il vous faut c'est une ça. ligue pro, tu C'est vois. une condition quoi. C'était une Exactement. condition sine qua non, il l'avait pas. Mhm. Enfin, il l'avait plus, du moins, parce qu'avant, il y avait l'ancêtre, etc. Donc, 96, si je dis pas de bêtises, et la MLS, elle revient. À ce moment-là, tu as 10 franchises. Il faut savoir que c'est quand même compliqué d'avoir une franchise, parce que
il y a une étude de marché qui va être faite, savoir où est-ce qu'on peut mettre des franchises. Encore plus à l'heure actuelle où ça s'est répandu, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop proche de notre franchise, ou alors sur un endroit où c'est peut-être pas propice en termes de public. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent, il faut de l'argent. Donc je pense que c'était pas forcément super intéressant. Et puis les États-Unis ne sont pas un pays de football à la base. Enfin, je pense surtout, tu disais qu'elle revient. Avant, c'était la North American Soccer League, la NSL, qui avait vraiment pas marché, qui dans les années 80 avait non, c'est ça. Même fait faillite. Enfin, fait faillite en fait. Il n'avait pas, c'était pas solvable. Non, c'est ça. Et puis le football là-bas, voilà, tu penses au basket, tu penses au baseball, tu penses à beaucoup d'autres sports, au foot américain bien sûr. Tu pensais pas spécialement au soccer, tu vois, pour se différencier du football américain. Et je pense que les mentalités sont en train d'évoluer, ils se sont rendus compte qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, tu as du soccer de partout maintenant. Mais justement, ce modèle de ligue fermée, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à envisager en France, parce que c'est à des années-lumière de notre culture, avec des montées, des descentes. D'ailleurs, le chat, n'hésitez pas, j'ai oublié de vous saluer tout à l'heure, et je m'en excuse, bien sûr, merci encore d'être présents très nombreux. N'hésitez pas à donner votre avis sur ce que vous pensez de la ligue fermée, si c'est un modèle viable et qui pourrait s'exporter en France. Swan, il me semble que tu as un avis là-dessus. En fait, sur le côté de ligue fermée, ça me dérange un petit peu parce que ça casse le principe du sport qui est le mérite en fait avant tout. Il y a la compétition sportive, les principes de relégation, de montée. Après, je suis peut-être dans mon prisme européen qui me fait ça, certainement. Mais j'ai quand même le sentiment que le but du sport, c'est justement de se dépasser et d'aller se confronter à l'adversaire. Et après, s'il doit y avoir descente ou montée, ça doit aller avec. Après, ça, c'est ma conception. Je comprends que la culture américaine ait une autre vision du fonctionnement sportif. Mais en tout cas, en France, j'aurais du mal à voir un système comme ça. Si demain, on ferme la Ligue 1 et qu'on fonctionne par franchise, j'aurais un peu mal à ma Ligue 1. Quoi. Initialement, en fait, c'est que là-bas, c'est pas forcément le sportif qui va compter en premier. C'est avant tout le business qui va être quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'en fait, là-bas, la Ligue est beaucoup plus importante que les franchises. La Ligue met tout en place, notamment en termes de droits télé, en termes de sponsoring, merchandising, pour qu'en fait, ce qu'on appelle une cartélisation de l'offre, c'est-à-dire qu'en fait, elle regroupe tout pour après redistribuer aux franchises. C'est elle qui possède les contrats des joueurs également. Exactement, je pense qu'on va y revenir un petit peu après. Parce que c'est une société privée qui n'a rien à voir du coup avec notre modèle français. Exactement, et donc, du coup, en fait, c'est un peu différent de ce qui se fait en Europe, dans le sens où on va redistribuer égalitairement. C'est-à-dire que nous, en Europe, les droits télé, comme vous le savez, Paris va prendre la grande majorité de ça. Là-bas, en fait, tout est égalitaire. Donc, en fait, c'est pour favoriser le business entre les franchises que, justement, il y a tout ça. Et après, on rééquilibre avec la draft. Après, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et je pense que même tu as parfaitement raison. En fait, c'est juste deux cultures différentes. On est, nous, avec notre prisme européen et notre culture européenne. Et je suis entièrement d'accord avec toi. Je ne verrais pas du tout une ligue fermée en France. Enfin, ça ne m'intéresse pas en tant que... Moi, à la base, je supporte un club qui est Nîmes, donc qui est en Ligue 2. Enfin, ça perd tout de suite de l'intérêt parce que je me dis, voilà, c'est terminé, quoi. Et puis Nîmes, voilà, typiquement, ce serait peut-être sûrement pas un club qui aurait les moyens de jouer en Ligue 1 si ça devait être fermé. Pas du tout. Alors qu'aux États-Unis, c'est une culture du sport et du show qui est différente. Et je te donne un autre exemple, mais pour te montrer à quel point, tu vois, ils sont là-dedans. Les Américains en football, il faut toujours, même en sport, qu'il y ait un vainqueur. Et donc, ils ont lancé récemment le MLS Next Pro avec... On va avoir l'occasion d'en reparler après. On va en reparler, mais tu vois, ils ont lancé cette ligue-là où il ne peut pas y avoir de match nul. Okay. C'est-à-dire que s'il y a un match nul, tu as une séance de tir au but, le vainqueur prend 2 points, et celui qui perd prend 1 point. Okay. Donc je pense que c'est vraiment culturel. Ok, c'est intéressant. Mais après, il y a aussi le côté où, tout à l'heure on parlait de l'expansion, à un moment, jusqu'à quel point va aller l'expansion, quoi. Est-ce qu'à un moment le commercial va pas complètement absorber le sportif et... Est-ce qu'ils ont prévu d'arrêter à un moment de se dire, là tu parlais de 30, mais est-ce qu'à un moment à 35 ils vont se dire, on va peut-être pas aller au-dessus de 35 équipes parce que ça va être compliqué à gérer, quoi. Je pense que tu peux pas t'étendre à l'infini, notamment en termes de calendrier. Il y a, à un moment donné, tu vas pas faire 20 et 20, sinon tu as deux fois de Ligue 1, tu vois. Sachant que tu as les playoffs par la suite pour déterminer. Mais actuellement, chaque équipe se rencontre 3 fois, si je ne dis pas de bêtises. Oui, tu as des subtilités parce que tu rencontres une fois de plus les équipes de ta conférence, etc. C'est ça. Et puis le calendrier, il est fait bizarrement. Là, par exemple, Cincinnati a joué 2 fois dans la semaine. Montréal et Atlanta se sont déjà affrontés 2 fois en 10 journées. Donc c'est particulier. Mais je pense que, non, à mon avis, tu peux pas t'étendre ad vitam aeternam. Et à un moment donné, c'est comme en NBA. Tu restes sur 15 et 15, je pense. Ce sera pas mal. 15 et 15. Et puis à un moment donné, rien ne dit qu'il n'y aura pas une franchise qui voudra se retirer parce que le propriétaire va partir. C'est ce que j'allais te dire. Parce qu'en fait, ils vont s'étendre. Et en fait, t'es pas forcément à l'abri qu'il y en a d'autres qui arrêtent parce que ça...
C'est En termes arrivé. en termes de business, ça marche pas, tu vois, c'est arrivé. Donc, je pense que ça arrivera à 30 et on se globalisera à 30. Ouais, bien sûr. À 30, ça fait Avec déjà l'autre. un championnat costaud. Hein. Ouais, 15 Bien séances, sûr. mais comme la NBA en fait. Ouais. Tu vois. Mais comme nous dit Clem, c'est vrai que c'est un championnat dans lequel, Clem dans le chat, c'est un championnat dans lequel il y a des playoffs. C'est quelque chose qu'on voit pas beaucoup, enfin qu'on voit en foot en Ligue 2, mais pas forcément en Ligue 1, sachant qu'on a dit que c'était une ligue fermée. On voit dans d'autres sports en France, Encore. en basket, en rugby, Ligue. etc. Mais justement, En En Ligue 2, c'est MLS, pas pour le vraiment un coup, système de c'est- playoff. ouais, c'est barrage ouais, plus c'est playoff, mais c'est playoff de montée et descente. Ouais. C'est pas un playoff dans lequel t'es premier de ton championnat et t'es pas sûr d'être champion pour le coup. C'est un modèle qui, encore une fois, est totalement différent. C'est totalement différent et c'est difficile aussi quand tu as la vision européenne à prendre en compte. Ah, Parce bah que oui, par exemple, la je saison pense. passée, New England ils finissent premiers avec un record de points, ils atomisent tout et ils sont pas champions de MLS au bout. Ils sont pas champions de MLS parce que tu as ce système de playoff où tout peut se passer sur des matchs aller-retour. C'est long, c'est particulier. Voilà. Je pense que c'est américain et quand tu regardes de la MLS, il faut poser le cerveau européen. Et Bien tu, sûr. vois, et tu regardes ça avec un œil ouvert en fait. Après, c'est Pour peut-être aussi une apporter- question. C'est peut-être une question aussi 100% foot français. Parce qu'en l'occurrence, quand tu regardes le rugby, ça arrive très souvent qu'une équipe caracole en tête du top 14 et finalement perde en demi-finale ou en finale et du coup ne soit pas championne. Oui, dans la culture rugby, c'est assez acceptable, mais pour rester sur le foot, et ce système de playoff en Europe, en Belgique, on a depuis 2011, Oh tiens, comme par hasard, le championnat a mis en place ses playoffs en 2011, et chaque fois ils sont revus, là c'est passé de 6 à 4, parce que ça prend pas, il y a l'idée que celui qui arrive en tête de la saison régulière a quand même un pied dans le titre de champion. Ça prend pas à quel niveau? Côté Non, mais- niveau supporter, niveau des clubs qui se sentent pas. En fait, c'est pour avoir plus de gros matchs, c'est pour avoir plus de grosses affiches. ouais, mais c'est durant- totalement, c'est pas durant- pareil. En C'est- Belgique, c'est des playoffs où tu as des rencontres de championnat encore. Oui, Il n'y a pas des éliminés, tu vois, C'est c'est vrai. pas la même Oui, chose. d'ailleurs, ils ont dû moduler, ils ont divisé les points par 2 alors qu'à la base ils reprenaient à 0. En fait, ils ont dû tout moduler parce que c'était une rupture trop forte alors que c'est des playoffs presque beaucoup moins forts qu'aux États-Unis où on réunit les deux. On prend les 4 premiers du championnat qui s'affrontent dans un mini championnat où les points sont divisés par 2. Et sur le plan sportif, c'est un peu difficile à accepter, même si ça permet d'avoir plus de gros Bah, matchs pour les supporters. Moi, tu vois, typiquement, autant je suis un peu plus sceptique sur le système des ligues fermées, autant un système de play-off, même appliqué aux championnats européens et en particulier à la Ligue 1, je trouverais ça super intéressant. cool, Ça redonnerait un peu d'allant à la aux fins de saison, ça remettrait un peu d'incertitude, ça Oui, ça générerait de donnerait plus d'affiches l'attractivité, aussi. ça donnerait des superbes affiches. Enfin, il y aurait vraiment un côté. Là, par exemple, la saison du PSG n'aurait pas été finie cette année. C'est ça. Oui, c'est vrai. Et il y a C'est ce vrai. côté C'est vrai. final, Après, je vais gagner la Mais finale. moi, il y a ce côté culturel qu'ils ont tellement. On parlait de New England, ils ont tellement dominé le championnat que c'est un peu difficile sportivement de leur dire vous allez jouer Ouais. contre Nice qui est 6ème et vous allez Et vous peut-être allez perdre. peut-être contre- perdre le Ouais. championnat, ouais, ça c'est C'est sûr. c'est pas la même culture. Je pense que ouais, c'est vraiment super culturel. Je suis pas certain, par exemple, que ça pourrait arriver à court terme en France, parce que voilà, tout simplement, c'est les États-Unis. Dans le chat, Rod nous dit qu'il pourrait y avoir de nouvelles franchises, pourquoi pas au Canada, carrément dans le futur, voir Toronto, Montréal ou Vancouver partir vers la Canadian Premier League. Alors ça, Rod, qu'on salue par ailleurs. On en parlera un peu plus tard dans l'émission. Là d'abord, je voudrais qu'on se focalise un petit peu sur la MLS. On a éludé un petit peu le principe, comment ça fonctionnait. Kevin, concrètement, en termes de niveau, ça vaut quoi la MLS? C'est C'est une question. C'est une colle. En fait, non, c'est pas une colle parce que c'est la question Ouais, qui est posée, mais tout le temps. Ah, bien sûr. Tout le temps. Et c'est difficile, c'est difficile à dire en fait, mais je crois que si on devait transposer ça avec du football français, à l'heure actuelle, les meilleures franchises de MLS, elles auraient leur place en Ligue 1 sans jouer le haut tableau. Je pense que par exemple, sur ce qu'on voit en début de saison en MLS, les clubs de Los Angeles notamment, tu les mets en Ligue 1, c'est pas moins bon que Bordeaux, que Metz, que... compliqué de faire Les pire. Bordelais, Si tu attention. tu vois, non mais C'est compliqué de faire pire. c'est pas T'avais dit moins qu'on bon. parlerait pas de Bordeaux, ça. C'est raté. Je suis désolé. Hein. C'est pas grave. Ils savaient pas, ils savaient pas. C'est pas moins bon, tu vois. Je pense que ça oscillerait entre de la seconde partie de tableau Ligue 1 et puis de la Ligue 2 avec certaines franchises qui, quand elles sont au plus mal, là en ce moment c'est l'Inter de Miami, club de Beckham. Ouais. Je pense que c'est sur de la Ligue 2 et que ça bataillerait quoi. Ça joue le maintien en Ligue 2, ouais, plutôt. Ouais. Ok, bah. Mais justement, c'est un niveau qui est finalement assez hétérogène au final. Peut-être que le fait qu'il y ait 27 franchises aussi fait que voilà, il y a peut-être moins de ventre mou, d'autant que c'est deux conférences différentes, mais c'est un niveau qui est peut-être plus hétérogène aussi qu'en Europe. Ouais, peut-être. Après, là, tu vois, en début de saison, il y a une dette de conférence, je crois qu'il y a 9 points entre le premier et le dernier, entre 14 équipes. Et donc, il y a quand même, en fait, il peut tout se passer. Et typiquement, il y a des franchises qui commencent très très mal la saison, mais tout le temps, chaque année. Portland. Et en été,
et ben ça explose tout, et ça revient, et c'est en playoff, parce que la saison est très longue, qu'il y a des dynamiques Mhm. beaucoup plus longues qui vont s'installer. Par exemple, Montréal vient de faire 7 matchs sans défaite, ils sont 3e, on verra en juillet, en août s'ils y sont encore. Rien ne nous le dit, tu vois. Ce qui peut être particulier aussi, c'est qu'il y a la Ligue des Champions qui est jouée en début de saison aussi. C'est un peu la particularité outre-Atlantique. C'est que là, bon, et on peut faire le petit big up à Antoine Latran, Culture Soccer. Culture Soccer, ouais. Seattle a remporté la Champions League. C'est la première fois qu'un club américain a remporté la nouvelle, en tout cas, version de la Champions League. Mais en fait, ça vient de se terminer là, alors que la saison vient de commencer. Ou alors que nous, le prisme européen fait que on termine en fin de saison avec la Ligue des Champions. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Là, c'est bon, c'est déjà terminé, quoi. Donc, Et tu as c'est pas un mal rapport de différent. ces clubs-là qui jouent la Champions League. Souvent, on l'a vu là cette saison, ils pomment des points en début de C'est ça. saison. C'est ça. Montréal, typiquement, avant d'enchaîner les 7 matchs sans défaite, ils jouaient la Champions League et ça galérait. Quand ils se sont fait sortir, ils ont commencé à enchaîner. New York, ça a été pareil. Là, je pense que ça va faire pareil avec Seattle qui vient de la gagner, qui a encore perdu 2-0 ce week-end. Ils ont aligné une équipe bis. Ouais. Moi, je prends le pari maintenant que dans 2 mois, Seattle, ils sont dans les 5 premiers. Bien sûr. Parce que les effectifs sont assez courts, les effectifs, en fait. Qu'est-ce qui explique le fait que cette Ligue des Champions soit si tôt dans l'année? Parce que le problème de lourdeur du calendrier, on le voit aussi en Ligue 1, beaucoup d'équipes qui font des tours préliminaires, etc., se retrouvent à perdre des points en début de saison. C'est le Je dis pas ça parce format. que je suis Lyon, mais- C'est le format. C'est le format avec les clubs mexicains, club du Honduras, il y a le Guatemala. Je pense que c'est le format qui veut ça par rapport au calendrier aussi. Les clubs ils rentrent en 16e et en 8e. Donc c'est le format et je trouve pas ça plus mal au final par rapport au championnat là-bas. Mais justement, Marc, tu disais que les effectifs étaient assez courts quantitativement parlant. C'est aussi peut-être lié au fait qu'il y a un salary cap en MLS. Alors ça peut être dû à ça, mais c'est juste qu'en fait tout simplement ça se développe progressivement, ça va arriver, dans 10-15 ans la MLS ce sera plus du tout la MLS qu'on connaît aujourd'hui. Les effectifs vont se développer, donc le niveau va beaucoup plus augmenter, il y aura beaucoup moins d'hétérogénéité, je pense que ça va venir avec le développement de la MLS. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une limitation du nombre de joueurs autorisés par saison et par club? Il n'y a pas un système comme ça? Donc, C'est joueurs dans étrangers, je chaque crois. des joueurs étrangers, tu veux Oui, dire, ou Et des mais joueurs même en termes de joueurs dans totalité dans l'effectif. Si, t'as je crois que c'est légèrement au-dessus de. Ça doit être autour de 25 à vérifier, Comme en mais première ligue d'ailleurs. à vérifier, mais ça doit être autour de 25 parce que tu as en effet un salary cap, parce que tu as des joueurs désignés, etc. Après, je pense surtout que c'est à l'heure actuelle, ça va se développer. Enfin, moi, ça m'étonne pas. Comme tu disais, ça m'étonne pas. Je pense qu'en plein développement, c'est pas inquiétant. Après, tu vois que certains effectifs sont peut-être un peu courts. Je prends l'exemple de Kansas en ce moment. Ils ont 2 attaquants, dont un attaquant qui est joueur désigné, qui sont blessés. Les 2 autres n'ont pas marqué un but encore en 10 journées. Joueurs désignés, du coup, pour vulgariser, c'est les 3 joueurs qui sont au-delà du salary cap, c'est ça? Ouais, tout à fait. C'est Ok. 3 joueurs qui ont le droit d'avoir un salaire plus important. Typiquement, avant, c'était pour attirer des Ibrahimovic, des Thierry Higuaín, Henry, et Thierry Henry, etc. Maintenant, c'est un peu différent parce qu'à Kansas, le joueur dont je te parle, c'est Pulido, qui n'est pas une grosse star européenne. Et pour compléter ce qui se dit sur le niveau des joueurs, pour moi, ça soulève 2 enjeux. Un, et sur lequel on viendra, c'est la formation. Ouais. La formation des joueurs américains. Et ça, quand on regarde typiquement le classement des buteurs en MLS, etc., il y a peu d'Américains. Il y a cette légende du championnat qui a 37 ans, dont le nom m'échappe. Comment s'appelle-t-il? Qui Ce joueur... Thomas, il te pose des calls en plein truc. Un Américain un Américain de 37 ans qui est resté longtemps dans le championnat, son nom m'échappe, mais bref, pour dire qu'il y a peu de place pour les jeunes joueurs, au profit de stars qu'il faut donc du coup attirer. C'est ça l'autre paramètre en termes de niveau. Et pour moi, la question du salary cap limite un peu ça, parce que on attire des stars qui prennent beaucoup de place dans le salary cap, et donc le noyau derrière est pas très homogène. Les joueurs moyens, entre guillemets, les joueurs qui feraient une bonne ossature, sont pas spécialement attirés par des salaires moyens, beaucoup plus faibles en tout cas, qu'en Europe. Tristux nous dit dans le chat, est-ce que c'est Clint Dempsey, le joueur auquel tu penses? C'est possible, oui. Et Jules Tillien dit après, c'est à la fin le quiz. Ah. Ouais, c'est ça que je voulais lui dire. C'est Ah, vraiment le surtout, quiz, c'est calme-toi. probablement Tu lui Clint poses Dempsey. des calls. Directement, il veut m'envoyer. C'était- C'est ça, c'est moi qui pose des C'est questions. le changement, c'est pour voir que quelle Non, mais chance on a de je- gagner sur ce côté de droite. Il tâte le terrain. Je suis d'accord avec toi, mais là, c'est en train de changer un peu. Meilleur exemple, c'est que le meilleur buteur actuel de MLS, c'est Jesus Ferreira, joueur désigné américain de Dallas. C'est vrai. Et T'es un formé grand là-bas. player en fait, voilà, c'est ça. Et son père d'ailleurs était joueur désigné avant lui. Et donc c'est assez marrant parce qu'il explose là-bas. Mais donc je pense que c'est en train de bouger doucement. Après, je ne sais pas si vous avez prévu d'en parler, mais il y a aussi la filière sud-américaine qui fait que il y a beaucoup de joueurs sud-américains et des joueurs sud-américains qui performent au classement des buteurs, des passeurs, etc. Mais je pense que c'est doucement en train de changer. À relativiser aussi parce que le salaire médian en MLS, je pense qu'à mon avis, il doit être relativement intéressant par rapport à ce qui se fait en France. Tu vois, je pense qu'ils sont. Ouais. Et puis tu as le cadre
États-Unis. On en Oui. parlait tout à l'heure Oui, c'est en préparant l'émission. C'est que voilà, bien souvent, on a des joueurs de Ligue 2. Enfin là, on en a l'exemple avec Kevin Cabral qui joue au Los Angeles, qui est C'était à parti Valenciennes l'an directement dernier. voilà, de Ligue 2 pour la MLS. Et on se demandait un petit peu, mais pourquoi, etc. Mais en fait, il y a un cadre de vie. Tu vas quand même vivre à Los Angeles, tu as un salaire qui est intéressant, une exposition, etc. Non, il n'était pas forcément d'accord avec moi, Sam, mais tu vois, c'est un cadre de vie qui est différent, quoi. Donc, pour préciser, parce qu'on a parlé de joueurs désignés, on a aussi ce qu'on appelle les homegrown players, c'est-à-dire que c'est les joueurs qui ont en fait été formés par l'académie, on va y revenir, et qui peuvent après justement prétendre à un contrat un peu spécial avec la Ligue, parce que les contrats sont signés avec la Ligue et non avec les franchises. Ouais, ça c'est aussi étonnant quand même que ce soit la Ligue qui détienne les contrats des joueurs. Fonctionnement, C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ouais, Tout est globalisé pour justement en fait avoir une sorte de revenu égalitaire par la suite. Je pense que c'est ça. Cette formation, vous faites qu'en parler tout à l'heure, je sens que ça vous brûle les lèvres, on va en parler, mais avant ça, il y aura quand même une petite entracte. Sur Fun Radio, ils avaient Doc et Diffoul. Chez Salon Caviar, on a Docteur Dufour. Ah, C'est à toi. Il n'arrêtera jamais. Ça travaille l'entraînement, ça. Bon, et toi, comme je sais que t'aimes bien les quiz, j'ai une petite question pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont en commun Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, Jair Bolsonaro ou encore Viktor Orban? Ils aiment le foot. Oui, c'est le foot. Oui, ils aiment le foot, mais Ils sont surtout... sont très à droite. Ce sont trois acteurs très à droite qu'on qualifie souvent de populistes, et bien sûr, ils sont fans de foot. Bon, comme j'aime pas trop utiliser des concepts sans les définir au préalable, je vous formule une petite définition essentiellement pour le principe. Le populisme, c'est avant tout un style politique qui consiste à revendiquer un monopole de la représentation populaire. Donc cette revendication, elle passe évidemment par le discours, elle est mise en mots, mais elle se déploie aussi au gré des mises en scène. Donc la question d'aujourd'hui, elle est toute simple. Le football, qui est un sport populaire par excellence, peut-il être un terrain de communication idéal pour les acteurs qu'on qualifie de populistes? Bon, je pense que vous en doutez, le football a toujours été une arme de communication pour les acteurs politiques. De surcroît, dans les terres de culture footballistique. En Italie, par exemple, le national-populisme a toujours construit son ancrage populaire par ce biais. On est passé de l'omniprésence de Silvio Berlusconi à San Siro à l'amour indéfectible que Matteo Salvini revendique vis-à-vis du maillot rossonero. Au Brésil, évidemment, temple du football, le président actuel Jair Bolsonaro aime à mettre en scène son ethos populaire et se rend très fréquemment dans les stades de football avec un maillot des équipes locales sur le dos. Comme il est un peu plus opportuniste que ses compères italiens, lui, il va même jusqu'à changer d'équipe favorite au gré des résultats sportifs. Mais l'exemple le plus archétypal, si je puis dire, c'est celui de Viktor Orban en Hongrie, puisque lui, le Premier ministre hongrois, était joueur semi-professionnel au début des années 90. En 2005, il a participé à la création de la Puskás Akadémia SC, qui est un club qui évolue aujourd'hui dans l'élite du football hongrois. Dès son retour au pouvoir en 2011, il pilote des investissements massifs dans la construction et la rénovation de stades, souvent démesurés pour la Hongrie. On pense par exemple à la Puskás Arena qui a été rénovée pour 600 millions d'euros avant l'Euro de 2021. Euros, ce que j'allais dire, ouais. Voilà, exactement. Et aussi, il met en place des exonérations d'impôts pour les entreprises qui décideraient d'investir dans le sport professionnel, et en particulier dans le football. Donc évidemment, il ne s'agit pas de présager de la sincérité de ces actions, elles le sont très certainement. Il s'agit juste de mettre à distance la communication de ces leaders politiques qui aiment à revendiquer leur appartenance au peuple. Car de toute évidence, le football, il est populaire. Il est populaire pour deux raisons essentiellement. Il est populaire déjà parce qu'il correspond à ce qu'une grande somme d'individus font, dans un sens qui touche aux pratiques sociales et culturelles, et il est ensuite populaire dans le sens où il plaît au plus grand nombre, à la masse, dans un sens qui renvoie cette fois-ci à une conception plus légitimiste de la culture. Cependant, quand on regarde comment les leaders utilisent le football, c'est toujours le côté spectacle du sport qui est mis en avant, et beaucoup plus rarement le côté populaire de sa pratique. Et c'est ici que, selon moi, la communication, elle se brouille un peu. Car de nos jours, l'élite du football, elle n'a plus grand-chose de populaire. On parle d'avènement du foot business, de starification des joueurs, de salaires mirobolants, et bien sûr de scandales de corruption à répétition, et j'en passe. Donc avec tout cet univers-là, on est bien éloigné de ce que le Front populaire avait théorisé en 1936. Lui, il avait théorisé le sport populaire, justement en opposition au développement croissant du sport professionnel, afin de favoriser la pratique du sport amateur chez le plus grand nombre. Alors oui, je vous dis oui, le football, parce qu'il est populaire, peut être un terrain de communication idéal pour les acteurs populistes, et de surcroît pour tous les acteurs politiques, à condition bien sûr de recentrer les communications sur les vertus sanitaires, sociales et symboliques du sport, et en l'occurrence du football, plus que sur les gains supposés d'image qu'il induit, et sur le spectacle qu'il construit. Bah écoute, merci beaucoup. J'allais te dire qu'on peut faire une émission entière là-dessus, mais je pense qu'en 3 minutes, tu as synthétisé ce qu'on pourrait dire en une heure. Non, justement, il aurait fallu beaucoup plus de temps, c'est très vulgarisé pour 3 minutes.
Mais exactement, on pourra refaire une émission entière dessus. Et pour compléter ce que tu disais, c'est assez amusant parce que au début du sport, années 20-30, le sport populaire était justement le sport professionnel parce que c'était le sport qui rémunérait ses pratiquants. Le sport amateur, c'était vraiment plus bourgeois, les Jeux Olympiques étaient longtemps amateurs parce que les gens n'étaient pas rémunérés, ils n'en avaient pas besoin. Le sport populaire était le sport professionnel. C'est assez amusant de voir comment ça s'est retourné du fait de ce que tu expliquais, du foot business, salaire mirobolant et scandale de corruption. Et tu as d'ailleurs plein de régimes autoritaires, notamment la France de Vichy, Mussolini, qui interdisaient le sport professionnel et qui favorisaient le sport amateur. Oui. On va peut-être revenir à nos propres moutons, alors que le maillot derrière nous a fait une allégorie de la saison des Girondins de Bordeaux en tombant plus bas que terre. Je vous propose qu'on parle un petit peu du système d'académie en MLS, de développement de la formation, qu'on voit de plus en plus de jeunes joueurs, alors américains ou canadiens, qui vont vers l'Europe. On a vu Alphonso Davies notamment, qui jouait à Vancouver, au Whitecaps, qui est arrivé au Bayern. Est-ce que c'est aussi ça, une sorte de renouveau de la formation nord-américaine qui montre que des jeunes talents peuvent s'exporter finalement en Europe? Je sais pas si on peut dire du renouveau, parce que ça impliquerait qu'il y ait peut-être Ouais. déjà eu, Ouais, tu c'est vois, un âge d'or. Ou... Je pense que c'est vraiment Une nouveauté, en tout cas. Enfin, c'est quelque vraiment une chose qui nouveauté, est- ouais. quelque chose qui est en train de se développer. Alors on l'a vu, l'exemple le plus flagrant, c'est Alphonso Davies. Mhm. Mais je pense que ça va continuer, et on l'a vu d'année mercato. On a des joueurs, Gianluca Busio à Venise. Alors malheureusement, bon, parfois les choix sont encore un peu Ouais. problématiques. Busio à Venise, il y a Tessman aussi à Venise. Pepi qui a signé à Augsbourg, là aussi c'est un peu compliqué. Il y a George Bello qui était à Atlanta, qui a signé à l'Arminia Bielefeld. Donc tu vois, c'est en train d'arriver. Ça, c'est que des talents made in MLS. Et je pense que c'est aussi une bonne manière de voir que ça travaille bien, en fait. Parce que c'est des talents qui ont été formés en fait dans les académies en MLS, c'est ça? Ouais, bien sûr. C'est pas des joueurs qui étaient partis d'Europe, qui ont été un peu joués aux États-Unis et qui reviennent. Là, c'est des purs produits américains et qui s'exportent bien parce que d'une part, on connaît les États-Unis avec le sport, donc c'est vraiment des athlètes. Et puis d'autre part, ça devient des vrais bons joueurs de foot, quoi. Il y a beaucoup moins d'écart de niveau et on le voit sur les grandes compétitions de jeunes internationales. Le niveau se resserre et les clubs américains, souvent, ils gagnent. Bah justement, c'est vrai que c'est intéressant parce que tu parlais tout à l'heure du rôle de tremplin que pouvait avoir la MLS pour les joueurs, notamment sud-américains, qui pouvaient rejoindre l'Europe. On voit aujourd'hui qu'avec le nouveau niveau de ces académies, bah, ces joueurs ils sont mûrs pour aller en Europe dès l'âge de 18-19 ans. Ouais, bah, alors récemment, il y a eu une compétition qui est organisée par Adidas où on a eu des vainqueurs, en l'occurrence, qui étaient, ou des finalistes, en l'occurrence, qui étaient des équipes américaines. Donc en fait, le principe, c'était justement de rassembler tous les clubs Adidas. Donc c'était des clubs à la fois européens comme américains. Et on a eu des vainqueurs américains. Donc oui, il y a des académies qui marchent super bien. Il y a des clubs, des franchises pardon, qui misent sur la formation. On a l'exemple de Dallas, notamment, en MLS, qui justement, on a un Français là-bas, Peter Luxin, ancien joueur de Marseille notamment. Ouais. Forcément, ça marche bien quand c'est à Marseille. Évidemment. Et après, on a aussi des gros groupes, comme le City Group, comme les Red Bulls, qui viennent, entre guillemets, prendre une place en MLS pour justement ne pas être en retard sur ce développement-là. Tu vois, donc c'est quelque chose qui va se construire petit à petit, et je pense qu'on n'a pas de renouveau, mais on a l'âge d'or qui va arriver dans les prochaines années, en tout cas avec les Américains. Et puis on voit, pas qu'au niveau des joueurs, hein, parce qu'un Jesse Marsh, Oui, bien sûr. C'est ça. il a Les commencé coachs chez les Red Bull à New York. Hein, On allait venir justement de Jesse Marsh qui a commencé, qui a été drafté, lui en l'occurrence, qui n'était pas pris dans un premier temps, qui a été drafté et qui a pu faire les beaux jours après, notamment de la sélection. Enfin, c'est l'exemple, là c'est encore plus long, parce qu'il a Ouais. commencé joueur, Bien sûr. il a Qu'il est il coach a fait maintenant. sa carrière, enfin, voilà. coach, maintenant coach en Europe et coach plutôt Mais à réputé. Leeds, désormais, enfin, c'est quand même pas mal. Tu vois, c'est de la Première ligue, ouais. première ligue. Donc, Ouais, carrément. donc à tous les niveaux, ça se développe super bien. Et il y a plein de facteurs à prendre en compte. Tu l'as dit, les groupes Red Bull, les groupes City qui ont très bien compris qu'il y avait quelque chose à faire. ça. Mais des académies qui marchent très bien, avec des réserves qui marchent très bien. Et l'exemple de Dallas est bon parce que souvent en MLS, les réserves, c'est tout simplement San Jose 2, New York 2, etc. Dallas, c'est le North Texas Football Club. Tu vois, c'est une réserve, mais un peu indépendante aussi. Et tu vois, il y a des moyens, il y a des trucs qui se mettent en place. Et tout pousse à croire que le football se développe super bien. Sachant qu'en plus, il y a cette nouvelle compétition de laquelle on a commencé à parler, la MLS Next Pro, qui a été créée en 2022 cette année, et qui du coup permet aux réserves des clubs de jouer, c'est ça? Moi, si je comprends, si c'est ce que j'ai bien compris, parce que en fait, j'arrive pas à comprendre comment se chevauchent les ligues, et la MLS Next Pro, j'ai l'impression que c'est une troisième division complémentaire du... En fait, elles se chevauchent pas. Enfin,
Elle se chevauche pas. Dans le sens où on peut pas parler de. Certains disent, par exemple, la USL Championship, c'est la D2. C'est pas vraiment la D2 parce qu'il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Donc je pense que c'est, en termes d'importance, la USL, c'est la deuxième ligue derrière la MLS. En fait, ce qu'ils ont voulu faire, la MLS, c'est que la USL est indépendante. Et donc, ils se sont dit, OK, on va créer une ligue où on va mettre les réserves. Donc, on va faire jouer les jeunes entre eux. Et ça va être une vraie ligue de réserve de jeunes. Comme si en France, on mettait une ligue U23 Ouais, c'est ça. pro. On un joue peu, les Mais tu jeunes donc, en vois. fait, on réserves peut même contre pas elle. l'appeler la 3e division, parce qu'en soi, c'est une succursale de la MLS, quoi. C'est une succursale de MLS. Et ce qui est intéressant pour le coup, c'est que ben là, il y a des passerelles qui se font super facilement. Alors après, le point peut-être négatif, ce qui est ciblé, c'est qu'avant, les réserves, elles jouaient en USL contre des clubs indépendants, donc des adultes. Ouais. Ok. Là, on peut se dire qu'ils jouent contre eux, donc tu as souvent des Ouais. équipes Il de y a un seul Ligue club 5. indépendant en l'occurrence Il y a un seul. il y a Rochester New York Pro qui est Ouais, c'est indépendant dedans, donc c'est quand même assez. Mais justement, est-ce qu'il y a des passerelles par exemple? Est-ce que typiquement un club des New York Red Bulls, un joueur pardon des New York Red Bulls qui joue avec l'équipe 2 peut passer en équipe 1 en cours de saison ou Ouais, c'est bien sûr. limité? Si, bien sûr, bien sûr. On a un exemple avec un Français qui avait joué à Paris, je crois que c'est Sissoko qui joue à Seattle maintenant. Et lui, depuis le début, il est avec Tacoma Defiance. Donc ça, c'est pareil que Dallas. C'est une réserve quasiment indépendante, mais qui est réserve du club. Ok. Tacoma Defiance en ex-pro. Et il joue en pro avec Seattle en MLS. Il a déjà fait plusieurs apparitions, donc la passerelle est facile. D'accord. Aux États-Unis, on connaît du basketball, du football américain, le rôle très important des universités. Est-ce que le soccer, pour le soccer en l'occurrence, est-ce que le rôle est aussi probant pour fournir les contingents des équipes, etc. Ou vraiment les universitaires se concentrent vraiment sur ces deux premiers sports et laissent peut-être cette pratique dans le niveau secondaire et pour ensuite recruter directement dans les centres de formation? C'est quoi, je vais te donner un exemple précis parce que j'ai eu la chance de discuter avec quelqu'un qui s'appelle Philippe Lafroy, qui a été joueur en France et qui est parti travailler, ça fait 20 ans qu'il y est, au Canada, aux États-Unis, etc. Et lui, il gère la formation, il gère les jeunes joueurs, il aide les clubs là-dedans. Et on a fait une interview avec lui et je lui ai demandé justement, est-ce que le système universitaire, toujours, ça marche? Et il me dit, de moins en moins. De moins en moins parce que déjà, il ne faut pas oublier que c'est couplé avec les études et que là-bas, si tu ne réussis pas dans les études, c'est pas le sport entièrement qui va te sauver. Hein. Si tu fais pas tes études, si tu n'as pas les notes, tu ne seras plus à l'université, donc tu ne seras plus dans l'équipe. Et derrière, sur un panel, en soccer par exemple, de plusieurs milliers de jeunes qui sortent d'une université, en ayant joué au foot en université, tu en as moins de 50 qui vont être draftés. Et sur les 50 draftés, tous vont pas signer pro. Donc c'est très compliqué. Sachant qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, on en avait parlé brièvement quand Rod nous en a parlé dans le chat, il y a aussi une nouvelle ligue professionnelle qui s'est créée au Canada, la Canadian Super League qui a été créée il y a 2 ans il me semble, et qui du coup participe vraiment à l'essor des jeunes footballeurs canadiens en l'occurrence. Ouais, tu as la Canadian Premier League, c'est ça. Première League, tu as eu pardon. 8 équipes. Oui. Et oui, alors c'est vachement moins médiatisé pour l'instant, mais au Canada, au Québec et compagnie, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Et d'ailleurs, on a certains exemples qui commencent à arriver parce qu'il y a un joueur qui s'appelle Mohamed Farsi, un Algérien, qui jouait dans un club de Canadian Premier League. Il a été repéré et là, il joue avec la réserve de Columbus en MS Next Pro. Et c'est un piston qui a déjà fait 3 passes D en 6 matchs. Et l'étape suivante, pour lui, ce sera la MLS. Donc la passerelle, elle est possible aussi, je pense. Sachant qu'en plus c'est un championnat, j'avais eu la chance de discuter avec Guillaume Pianelli, qui est un jeune de l'université de Laval, je sais pas si son nom te dit quelque chose, qui est un jeune qui jouait au centre de formation de Bastia, Ok. qui est parti en Canadian Premier League il y a quelques mois pour justement découvrir un petit peu ça à Toronto, et qui me disait qu'effectivement c'est un championnat dans lequel il y a un vrai niveau, vraiment sous-coté, si on peut employer ce terme bien sûr. en France, et qui en plus du coup peut permettre à terme de rejoindre la MLS, puis pourquoi pas le foot européen. C'est un autre choix de vie en fait. Tout simplement, il y a des gens où ils se disent aussi on va prendre l'expérience de vie avant le football à proprement parler. Et en fait, quand tu arrives là-bas, tu te rends compte que le football est tout aussi développé. Parce qu'en fait, moi j'ai la chance de connaître une personne en tout cas qui a joué aux États-Unis, Aurélien Collin, avec qui vous avez fait le podcast, et qui te dit en fait, au-delà de ça, en termes d'infrastructure, le développement par contre là-bas il est 10 fois plus avancé que ce qu'on a ici. Donc en fait, tu es comme un professionnel, mais alors que tu n'es même pas professionnel. Tu vois, donc c'est aussi quelque chose que tu peux apprécier dans ta vie en tant que sportif de haut niveau, quoi. Dans le chat, on a Justinien qui nous demande l'impact de Drake dans le développement du soccer en Amérique du Nord, et dit au passage que c'est le prochain article de Dr Dufour, article universitaire. Il n'empêche que justement, ça fait une bonne transition. Ce que me disait Rod quand on avait pu échanger une fois sur le foot au Canada, je lui avais demandé justement quel était l'impact de Drake sur le foot au Canada. Il me disait, c'est pas un hasard, mais Drake a pris de plus en plus de photos avec Alphonso Davies notamment, et ça montre au final à quel point le soccer est en train d'acquérir une dimension importante. Finalement, c'est peut-être un symbole
symbole, mais ça montre que ça acquiert une dimension importante au Canada. Juste avant, quand Drake prend des photos avec des gens, généralement, c'est pas bon signe. Mais bon, je sais pas quand il a pris sa photo avec Alphonso Davies, mais. C'est justement ce qu'il nous dit par la suite, ouais. Ouais, tu vois. En l'occurrence, c'était avant la qualification et ils sont qualifiés, donc il n'a pas porté l'œil cette fois-ci. Mais il n'empêche que ouais, ça se développe vraiment au Canada. Ça se développe et on l'a vu sur les derniers matchs de qualification mondiale. Les stades étaient pleins. En 38 minutes, c'est parti. Ouais, c'est parti super vite. Les stades étaient pleins. Tu vois, j'ai pensé pour Rod qui y était, il s'est régalé aussi. Et puis les gens commencent à vraiment en parler. Ils en parlent. Les jeunes commencent à porter des maillots de foot aussi, alors qu'avant ils portaient à Toronto, ils portaient des maillots de basket. Tu vois, il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Justement, on avait une citation de Patrice Bernier, qui est un ancien milieu de terrain de l'ex-Impact de Montréal, désormais CF Montréal, qui justement, nous simplement parlait, qui est désormais consultant pour la radio canadienne, parlait de l'impact que ça a au Canada et qui disait que vraiment, une qualification pour la Coupe du Monde, c'est un impact énorme, sachant que voilà, elle s'affiche, vous la voyez ici, le hockey reste le sport numéro 1, mais on sent que quelque chose se passe. Le Mondial 2022, ce sera un moment historique, ça montrera aux jeunes qui peuvent être de vrais joueurs de soccer. C'est vraiment fondamental pour le Canada, c'est pas juste symbolique de se qualifier pour une Coupe du Monde, Swan. Ah bah non, c'est incroyable même pour un pays comme ça. Et si en plus il y a une culture qui se développe, qu'on arrive à avoir des stars à l'image d'Alphonso Davies ou peut-être Jonathan David plus tard, qui arrivent à vraiment percer à l'international, ça peut avoir des répercussions terribles après sur ça. Donc forcément que jouer une Coupe du Monde, c'est très important. Avec un groupe des favoris par ailleurs. Pardon ? Ils sont dans le groupe des favoris. Ils sont dans le groupe quand même avec la Belgique, le Maroc et la Croatie. C'est avec la Belgique, tu dis ça ? Oui, c'est exactement. Allez, celui-là. On va pas te rappeler ce qui s'est passé en demi-finale. Hein. Mais je pense, on en reparle d'ici là, on fera un cut, ce que vous voulez, mais je pense qu'ils vont embêter beaucoup de monde. Le Canada ? À mon avis, je les vois pas se faire démolir et trop sortir. C'est ça, parce qu'on parle de Davies, de David qui sont un peu les porte-étendards, mais t'as plein de super joueurs, des Eustachio, des mecs comme ça qui ont vraiment le niveau pour justement s'imposer dans des grands clubs européens. Oui, des Eustachio, des Saïlarins, du côté de Bexitas. Ouais, bien sûr. Qui est un peu meilleur âgé buteur de maintenant, l'histoire de la aussi. sélection. Saïlarin ? Il a quel Non, âge, tu confonds avec Edson, qui Edson. en défense. Saïlarin, c'est 26, 27 ans, Ok, oui. l'attaquant. Qui est déjà meilleur buteur de l'histoire de la sélection à 27 ans. Ouais, non, mais enfin, Ah oui, c'est parce peut-être que pour c'est ça une que sélection je jeune, pense tu vois. plus âgé que. C'est une sélection jeune, mais t'as à 3, t'en as quelques-uns. Ça va de partout. À Nice, t'as un jeune en réserve qui, je pense, rejouera bientôt en défense centrale, il me semble. Ouais, défense centrale. Ouais. C'est ça, en défense centrale. Et lui, à mon avis, le futur, il sera aussi là-bas. Et puis même à Montréal, cette saison, tu vois éclore un Ismaël Koné qui est exceptionnel au milieu de terrain, qui a 18 ans. Un Rida Zouir qui a 17 ans, qui joue pas parce que Ismaël Koné joue et donc il fait des morceaux de match. Ouais. Mais t'as vraiment... parce qu'on parle des États-Unis, mais le Canada, ça joue. Quoi. Mais qu'est-ce qui change pour revenir à la formation, qu'est-ce qui change entre cette génération de joueurs américains et canadiens qui arrivent et la génération précédente avec London Donovan et Clint Dempsey qu'on voyait aussi en Europe? Concrètement, est-ce que c'est déjà en termes de niveau et surtout c'est pas des purs produits de la formation américaine? Déjà, je pense que les clubs, les franchises ont compris que en faisant de la formation, tu pouvais faire des ventes et tu pouvais retirer de l'argent tout simplement. Enfin, C'est ça. je t'en parlais tout à l'heure, à un moment donné, il y a de l'aspect financier qui est super important. Même peut-être que la Belgique ou les Pays-Bas au final. Non, mais pour oui, ne prendre que ces exemples-là. Ouais. Non, mais bien sûr, ils ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire là-dessus et tant mieux s'ils bossent bien pour se faire de l'argent. Moi, je préfère. Il y a une hype qui arrive, en fait. Il y a la hype qui arrive et quand tu as une hype qui arrive, forcément, maintenant, les PayPal, il est parti pour combien? Pour 18 presque. Ouais, tu vois, donc, Ouais, 18 millions, pour un petit club, une petite franchise américaine, 18 millions, mais c'est énorme. 18 Au final, millions. il continue, il voit que ça marche. Forcément, on continue. Donc je pense qu'il y a tout simplement cette volonté de faire de la formation, de la post-formation aussi avec les joueurs sud-américains, pardon, Ouais, bien sûr. mais surtout de la formation et de sortir des jeunes, les envoyer en Europe. Et juste sur le dernier mercato, t'en as à Wolfsburg, t'en as à Augsbourg, t'en as en Italie, t'en as au Glasgow Rangers, t'en as un casino au Feyenoord. Enfin, c'est partout, ça alimente quoi. un peu tous les clubs européens au final qui viennent se servir. Et ce qui est intéressant, c'est que ça alimente surtout pour l'instant pas les top clubs, Ouais. mais ceux juste en dessous. Ouais, le sub Et donc, tu vois, il y a encore un petit moment où tu peux les voir sans trop te prendre de risques. Et derrière, tu peux te Oui, parce que le cas de Davis qui passe directement des Whitecaps au Bayern, c'est un cas un petit peu à part. Ouais, c'est après le Bayern, je pense que c'est un club qui a très très vite compris le potentiel, qui a un partenariat avec Dallas, et ils ont d'ailleurs pas mal de jeunes américains et canadiens dans l'effectif, dans les jeunes. Et C'est donc, ce que dit Tristux, ouais, deux défenseurs centraux américains en réserve voilà. notamment. Ouais. Et Richards, notamment. il y a Richard, c'est ça. Et donc ils ont vite compris. Donc je pense que le Bayern c'est encore à part parce qu'ils ont. L'Allemagne a compris, je Ils ont eu du pense. flair. Oui, oui, bien En sûr. France, on n'a pas forcément encore compris.
ça va venir, je pense. On est souvent en retard en France, j'ai remarqué. Comment? On est souvent à la ramasse. Je sais pas si on est souvent à la ramasse, mais en tout cas, en termes de... Donc là, ça parle, on a des tractations avec notamment un gros joueur de Montréal qui potentiellement pourra peut-être arriver en France, mais on n'a pas forcément encore compris que justement, on pouvait aller chercher des jeunes américains qui pouvaient justement... Là où nous, on va perdre des joueurs au profit d'autres championnats, l'Allemagne, etc., on peut aller chercher d'autres joueurs qui viennent d'autres continents pour venir justement concurrencer nos petits jeunes à nous. Quoi. Après, C'est possible. il peut y avoir aussi ce qui joue forcément, les places extra-communautaires. Bien sûr. C'est restreint Ils sont en limités France. à 4 en France, ouais. C'est limité à 4. Et donc, si le mec n'a pas un double passeport, par exemple, tu en parlais, Mihailovic du côté de Montréal, Bien sûr, il a un double passeport serbe. Ouais, serbe. Et donc là, t'es plutôt tranquille, quoi. c'est bon. Ouais. Alors que si pour l'instant il est qu'américain ou que canadien, et ben ça te bouffe une place. Même en Donc, post-formation, pas ouais, forcément bien une sûr. équipe professionnelle, tu vois, tu les amènes en post-formation avec toi, et après tu fais du trading comme beaucoup ça se fait dans tous les clubs actuellement. Donc je sais pas si la France a du retard, mais en tout cas, sur ce point-là, en tout cas, oui, on en a, je pense. Mais justement, pour revenir un petit peu sur la dimension de l'engouement, on sait que les États-Unis, le Canada et le Mexique vont organiser la Coupe du Monde 2026. C'est 3 pays parce que ce sera la première Coupe du Monde à 48 nations. On a vu le Mondial 94 dans lequel les États-Unis avaient vraiment développé un embryon de culture soccer. Est-ce que justement pour toi, Christophe, ça peut continuer à déchaîner les passions et à vraiment développer le foot aux États-Unis? Mais on en parlait en termes de performance. Déjà en 1994, il y avait eu de bons résultats, mais en termes de performance, pour moi, le Canada et les États-Unis sont deux équipes qui peuvent, de par leurs joueurs et de par les joueurs qui vont arriver, surtout en 2026 à maturité, faire vraiment de bons résultats. Et la hype, elle est là déjà parce que le mondial est organisé ici, mais également parce qu'il ne peut y en avoir que s'il y a vraiment une équipe compétitive. On a vu en Afrique du Sud, ça n'a pas vraiment marché parce que l'équipe n'était pas très Je suis forte. complètement d'accord avec Donc, Christophe. donc en fait. il faut... Si t'as pas un minimum de résultats sportifs derrière, la hype elle va s'éteindre toute seule et ça va Sachant faire un que bide. pour ce mondial 2022, le groupe est plus qu'abordable. Hein. Tu as l'Angleterre, l'Iran et le vainqueur du barrage européen. Les États-Unis sont pas loin d'être favoris pour finir au moins deuxième de la poule en l'occurrence. Oui, le Canada, bon, on disait la Croatie, Belgique Ouais, et, c'est plus compliqué et peut-être. mais... Maroc, ou Tunisie ou Maroc. 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 Et Mais c'est pas Oui, injouable non plus. c'est pas injouable, non. Mhm. Surtout la Croatie est vieillissante, etc. Voilà, Donc, c'est ça. si les performances suivent en 2022, il y aura vraiment une hype. Les joueurs dont on a parlé qui sont vraiment jeunes, Reina au Borussia Dortmund est vraiment très jeune. Ouais. Ils peuvent arriver à maturité et donc faire de bons résultats. Oui, mais moi je pense même que c'est 2026 l'objectif. Hein. Oui. C'est Oui. quoi qu'il en soit, Ah oui. et à tous les niveaux déjà parce que tu as cette génération qui va arriver à la maturité à ce moment-là. Et puis tout est calculé depuis 30 ans en fait. Depuis 30 ans, ils ont relancé la MLS. On accueille une première Coupe du Monde, on repart avec 10 clubs, et puis on en met 20, et puis 28, et puis 30, et hop, on arrive à 2026. Mais on a quand même le sentiment que ça revient. Alors certes, c'est linéaire depuis 30 ans, mais il y a quand même eu un vrai couac, notamment 2018. La Team USA ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde. 2014, c'était déjà compliqué. Enfin, ils sont pas sortis des poules et c'était assez compliqué. Qu'est-ce qui a fait justement qu'entre 2018 et 2022, les États-Unis ont pu vraiment se revigorer et se qualifier assez facilement finalement? À égalité avec le Costa Rica qui a 25 points également. Hein. Oui, mais c'était enfin, pas alors, les qualifications les plus Ils faciles. finissent, Non. ils finissent derrière le Canada, mais ils ont Oui. quand même pas forcément Non, tremblé mais pour ça, se ouais, qualifier. c'est ce que Ils je veux avaient un dire. dernier match qui était favorablement Ça, pour eux. ça se joue sur le dernier match, il se joue plus rien. Il aurait c'est- fallu une grosse défaite. Enfin, Ouais, c'est- c'est zéro. c'était quasiment impossible vu les performances du Mhm. Costa Rica. Moi, je pense surtout qu'il y a eu en fait un trou générationnel Mhm. parce que tu n'avais plus personne. Enfin, je pense que ça arrive et pas qu'aux États-Unis. Ah, Hein. bien sûr. Bien Tu as un sûr. trou générationnel où à un moment donné, tu n'as plus personne. Et là, ça repète parce que tout simplement, les joueurs qui sont formés depuis C'est ça. 10 ans, 15 ans, et ben ils arrivent. Ça y est. C'est Et ça, donc, la formation arrive oui. enfin. Enfin, tout simplement. Et- je pense que c'est des cycles, tu vois. Et en 2026, ils auront 26-27 ans, ce sera maturité. C'est ça, en 2026, ils seront tous à maturité. Tu vas avoir des deux côtés, et surtout côté américain pour le coup, côté États-Unis. Je pense que tu auras une grosse nation avec des joueurs qui, à mon avis, au moins une partie de l'équipe titulaire, la moitié, je pense, jouera dans des top clubs européens. Mais justement, ouais, vas-y Marc. Juste pour une petite anecdote, en gros, ce qui s'est passé, c'était que l'année dernière, on avait à la fois donc la Gold Cup et à la fois la Ligue des Nations. Qui est côté l'équivalent de américain. l'euro, mais en Exactement. Amérique du Nord, ouais. Et en fait, le sélectionneur avait fait, pour ces deux compétitions, deux équipes différentes. Une équipe avec des étrangers, enfin, qui jouaient justement à l'étranger, entre guillemets, pardon, et des joueurs qui jouaient en MLS. C'est pour montrer le vivier énorme qu'ont les États-Unis à l'heure actuelle. Donc en 2006, on en a 4 ans encore, ça va encore plus se développer. Donc là, on va arriver dans une sorte de... Alors, on va pas parler de favoris ou quoi que ce soit, mais ils vont devenir des sérieux Un service prétendants. batailleur, ouais. Ouais, bien sûr.
par rapport, justement, on a parlé beaucoup de la dimension sportive, des joueurs, il y a aussi un vrai engouement. Il me semble qu'on a des stats d'un sondage, Swan, qui montrent qu'il y a un vrai engouement dans la population américaine. Ouais. Complètement, il y a eu une étude de l'Institut Gallup, qui est un institut de sondage aux États-Unis, qui a montré qu'en 2017, 11% des 18-35 ans, voilà, c'est à l'écran, Ouais. annonçaient que leur sport préféré c'était le foot. Donc comme ça peut sembler pas beaucoup. Mais en réalité, quand on compare par exemple aux gens qui ont plus de 55 ans, eux c'est 1%. Donc on voit qu'il y a quand même eu une sorte d'évolution. Et surtout, ce qui est encore plus parlant, c'est que ces 11%, c'est exactement pareil pour la NBA. C'est-à-dire qu'il y a autant de jeunes de 18 à 35 ans qui annoncent que leur sport préféré c'est la NBA, enfin le basket, et autant qui disent que c'est le soccer. Donc là, on est vraiment sur un changement de mentalité qui Le est très foot US est important. loin devant, mais on est quand même Exactement. effectivement, ouais, sur. Du coup, ça se reflète énormément dans les stades. Oui. Aux Qui se États-Unis, remplissent. au-delà de. Enfin, ça se remplit parce que bon, il y a beaucoup de population, etc. Les stades, ils sont en avance, mais considérable. Ils font des stades, c'est des bijoux. Enfin, là, on a eu le stade à Nashville. À Nashville, ou à Atlanta un peu plus récemment. Ces stades, enfin, c'est par rapport à ce que nous on a en France, c'est des stades qui sont conçus pour un spectacle. Et ça nécessite une explication importante, c'est Vas-y. parce que en MLS, une des principales sources de revenus, c'est la billetterie, c'est pas les droits TV, Ouais. parce qu'ils sont en train de renégocier les droits TV. Mhm. On n'a pas encore eu d'infos, mais je pense que ça a explosé. Parce que maintenant, c'est de l'ordre de 100 millions, c'est ça, c'est pas. Ouais, c'est immense, pas ouais. énorme, c'est pas Et énorme. surtout, c'est pas énorme en comparaison, par exemple, au football américain. Ah non, Ouais. bien sûr que non. C'est 5 milliards, je crois, Ouais, c'est ça. la Ouais. saison en football américain. Et même Du par rapport au coup, championnat européen, la Ligue 1 c'était 800 millions. Oui, par voilà. exemple. Ah non, typiquement. c'est rien du tout. Du coup, il faut qu'il y ait des gens dans les stades. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à construire, tu l'as dit, des stades soccer spécifiques. Ouais. Parce que tu as certains qui jouent encore dans des stades Charlotte de notamment NFL. qui joue dans un grand Charlotte. stade de NFL. Ouais. Et Charlotte c'est une franchise d'expansion. Oui. Et là, sur leur premier match, ils sont sur une moyenne de 30-35 000 spectateurs. Alors, c'est un stade de 76 000, parce que c'est le stade des Carolina Panthers à la base. Mais 35 000 spectateurs sur un. C'est énorme, sur un match de MLS, c'est bien sûr. énorme, quoi. Sachant que les stades, on l'a pas dit, mais c'est des stades qui sont assez petits, qui font 25-30 000, mais qui du coup sont souvent remplis. Ouais, mais C'est ils exprès, sont ouais. pleins. Ouais, C'est bien sûr, exprès. ça- Mais pour remplir ça, l'affluence énorme. croît ces dernières années. Ouais. La moyenne c'est à 23 000, ce qui est la moyenne de Ligue Ouais, 1 à peu en Ligue près. 1, c'est 21 000, ouais. C'est des stades qui sont plus petits, mais c'est fait exprès. Et même l'expérience fan, elle est incroyable. À Atlanta, tu peux manger dans un restaurant et tu vois les joueurs aller jusqu'au terrain dans un couloir. Et c'est toujours la folie. Enfin, tu vois, il se passe des choses. Mais parce que les franchises ont compris que c'était super important. C'est du show. Ouais. Mais voilà, c'est comme la NBA, il y a C'est du show. il y a tout un récit qui va autour du produit sportif, et c'est tout ça qui fait vivre le sport aux États-Unis. Bien De sûr. toute façon, que ce soit en NBA, que ce soit en football américain, ou même au hockey, il y a tout ce récit qui accompagne le sport Ah qui ouais, va bah, autour. Quoi. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, ils aiment pas qu'il y ait un perdant, c'est pour ça qu'ils ont arrêté, Ouais. il y a plus de matchs nuls, enfin tu vois, c'est C'est en excellent, MS ça. Next Pro, c'est du show, et il faut qu'il y ait du show dans les stades, et il faut qu'il y ait des loges de ouf, il faut que les gens s'amusent, il faut que, voilà, c'est les États-Unis. C'est pas du sport, c'est du spectacle, nous dit Clem dans le chat. C'est vrai que c'est une culture qu'on a pas forcément encore en France du show-off dans les stades. Ouais. On parle beaucoup de l'engouement récent du soccer aux États-Unis, mais on oublie souvent que les États-Unis sont quadruples champions du monde de soccer Oui. en foot féminin. Ouais. Et pour moi, c'est vraiment une question peut-être à l'université, ça se voit aussi. Les jeunes privilégient plus le basket et le football américain. Le soccer est vu comme un sport où les féminines se sont vraiment engouffrées et ont vraiment offert un engouement assez Et ça- important aux États-Unis. Il y a un gros problème de représentation parce que longtemps, il a été justement associé à la fois Oui. à un sport féminin parce qu'il y avait peu de contact physique en comparaison par exemple du hockey ou du football américain. Selon des clichés très misogynes par ailleurs. Voilà, et ouais. surtout c'était aussi un sport très très populaire, mais dans le sens un peu négatif, hein, par comparaison d'autres sports plus élitistes, parce que c'était le sport qui était beaucoup pratiqué par les migrants, les communautés hispaniques et tout ça. Donc il y a eu une double stigmatisation un peu du football, C'est vrai. à la fois sur le fait qu'il n'ait pas qu'il n'ait pas une dimension très physique très importante, et à la fois sur le fait que c'était un sport qui était aussi amené par des populations immigrées. Donc il a souffert de cette double représentation là. Et donc de fait, les féminines se sont représentées à travers le soccer comme leur sport, Et même ce qui rend aussi un peu difficile Et même pour aller plus loin que ça, l'entrée des- il est en train de justement un peu, il y a un changement, on le voit là, je l'ai dit tout à l'heure sur les chiffres chez les jeunes, mais il y a aussi beaucoup de parents qui par exemple, ne veulent plus inscrire leurs enfants au football américain parce que c'est un sport qui a été jugé trop violent. Il y a eu tout le scandale avec les Commotion cérébrale. commotions cérébrales, comment ils disent, qui reviennent, enfin chroniques, voilà. Bien sûr. Par exemple, exemple quand même caricatural, le fils de Donald Trump, le plus jeune,
qui est né en 2006, si je dis pas de bêtises, je m'en souviens plus de son prénom, mais lui, il joue au soccer et il joue pas au football américain, alors que Donald Trump a quand même Bien sûr. un fan revendiqué du football américain. Et pourtant, lui aussi mobilise cet argument de dire, bah non, c'est un sport qui est quand même très dangereux, je préfère que mon fils joue au soccer. On pourrait disserter encore pendant des heures de ce sujet, c'est un sujet évidemment très intéressant, mais il va falloir qu'on s'arrête, on n'arrête pas encore l'émission, ne vous inquiétez pas. Avant le quiz tant attendu, on va entendre Christophe Grognard nous parler pendant sa chronique des arrêts de jeu. C'est à toi. Oui, pour commencer cette chronique, je vais vous poser 2 questions. Déjà, est-ce que vous saviez que Osvaldo Ardiles, Bobby Moore, Paul Van Imst et Pelé avaient joué dans la même équipe? Et surtout, est-ce que vous pouvez me dire qui était le gardien de cette équipe? Bah, j'en déduis que c'était au Cosmos du coup, au New York Cosmos. Et non, c'était Sylvester Stallone, le gardien de cette équipe, parce que nous étions dans un film. En fait, c'est un film qui est sorti en 1981 qui s'appelle Escape to Victory. Et dans ce film, en gros, les 2 principaux acteurs sont Sylvester Stallone et Michael Caine, qui sont des prisonniers de guerre américains dans un camp en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Et un officier allemand approche Michael Caine pour lui dire de former une équipe avec des prisonniers pour faire un match contre des soldats de la Wehrmacht. C'est un camp de prisonniers, enfin c'est un camp de prisonniers politiques. Et Michael Caine, du coup, pour son équipe, sélectionne Sylvester Stallone comme gardien et il va chercher Pelé, Paul Van Imst, etc. Mais chacun ne joue pas son propre rôle. Pelé joue un prisonnier de guerre brésilien, Paul Van Imst un prisonnier de guerre belge, Osvaldo Ardiles un argentin, etc. Et donc c'est assez intéressant de voir comment ces footballeurs se sont reconvertis sur le grand écran au cinéma. Et pourquoi c'était important d'avoir ces footballeurs? Parce que toute l'ossature de l'équipe, hormis Michael Caine et Sylvester Stallone, ce sont des footballeurs professionnels. Il y a également des joueurs d'Ipswich Town, le club anglais, qui ont été réquisitionnés pour l'occasion. Pourquoi c'était important de les avoir? Tout simplement parce que cette scène-là que vous allez voir à l'écran devait être tournée. Voilà. Sylvester Stallone, on aime beaucoup quand Stallone joue Rocky et met des coups, mais quand il s'agit de faire une bicyclette acrobatique aussi fluide et aussi réussie, je pense pas qu'il ait le niveau de Pelé, donc il fallait effectivement des footballeurs professionnels. Pelé d'ailleurs, comme les autres, ce sera sa seule apparition derrière le grand écran, hormis pour les documentaires sur sa vie, mais qui relèvent moins de la fiction que de la narration de son propre parcours. Quand on pense en fait au footballeur acteur, le premier nom qui nous vient généralement en tête, c'est Eric Cantona, qui a joué, son premier film, c'est en 1997, il a joué dans Le Bonheur est dans le pré d'Étienne Châtilliez, où il joue non pas un footballeur, mais un rugbyman. C'est assez marrant, après s'être essayé au MMA sur un supporter de Crystal Palace, il est décidément très polyvalent en termes de sport, et il est également polyvalent en termes de rôle joué, parce que son plus grand succès, c'est un film qui s'appelle Looking for Eric, qui a été nominé au Festival de Cannes, et il joue son propre rôle, parce qu'il est l'idole d'un postier de Manchester qui est dépressif, etc. et qui, dans ses rêves, du coup, voit Eric Cantona, son joueur préféré de United, lui donner des conseils pour mieux vivre. Et Eric Cantona a également fait du doublage, parce qu'il a joué le restaurateur mexicain dans Moi Moche et Méchant 2, je ne sais pas si vous voyez. C'est le méchant de Moi Moche et Méchant 2, il a doublé la voix française. Et je serais très incomplet d'ailleurs si je ne mentionnais pas, lors de la dernière cérémonie des Oscars, la gifle de Will Smith l'avait un peu expliqué, mais 3 footballeurs acteurs y ont été nominés, en l'occurrence Jürgen Klinsmann, Arjen Robben et Neymar, pour leur interprétation du meilleur plongeur. Très bien, bah écoute, merci pour cette anecdote, c'est très intéressant, j'avoue je connaissais pas du tout ce film en l'occurrence, c'était super, je pense que tout le monde l'attendait ici, dans le chat, partout, n'hésitez pas à faire pleuvoir toute votre bonne ou mauvaise réponse, le canapé de gauche contre le canapé de droite, c'est l'heure du quiz de fin d'émission. Il y a des moyens, hein. Vous avez vu ce super visuel concocté par l'excellent Clément Duranton à la réalisation. On sent vraiment que c'est l'événement de l'émission. Ah, c'est l'événement, oui, mais on est chaud. C'est très bien quand c'est moi qui présente, il y a 2 heures de taf sur le quiz et une demi-heure sur le reste de l'émission. C'est une blague, bien sûr, c'est une blague. Je suis venu que pour ça, moi. Évidemment, vous ne serez pas venu sinon. On redresse. Allez, concentration, attends, je bois C'est un bon coup d'eau. Petit point sur les règles avant. Dis-moi. Petit point sur les règles, un point par question évidemment.
Vous me coupez la parole quand vous voulez pour parler, c'est la foire, mais du moment qu'il y en a un qui se trompe sur le canapé, la main passe à l'autre. Comme question pour un champion, quoi. Comme question pour un champion, Ouais, exactement. Sauf Tant que qu'on n'a pas trouvé la bonne réponse. tant qu'on n'a pas trouvé la bonne réponse, ça continue. Vous avez le droit de m'arrêter quand vous voulez, un point par question. Vas-y, Julien. Le thème, il était une fin en Amérique. Première question, top, c'est parti. J'ai beaucoup baroudé dans ma carrière. Coventry, Wolverhampton, Leeds, Liverpool, le Celtic, West Ham, Aston Villa, et même un petit tour par l'Inde. Mais hormis 6 saisons à Tottenham, je ne suis jamais resté aussi longtemps. C'est l'Irlandais. Robikin. Oh là là. Allez. Bravo. Bravo. Ah, je suis avec Ouais, bravo, les- il- C'est l'Inde, ça c'est l'Inde qui Un t'a. Ouais. point pour le canapé de droite. Moi, c'est Tottenham, je disais oui, je commence à voir. Je précise d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, que c'est une personnalité à chaque fois, enfin un joueur ou un entraîneur qu'il faut choisir, qu'il faut trouver. Ok. Deuxième question. Top dans le genre grand voyageur, moi je suis pas mal non plus. L'Angleterre, les États-Unis, la Chine, sans oublier une pige bien sûr dans mon Australie natale. Le rêve américain pour moi, c'est 3 ans à New York. Tim entre- Cahill. Bien joué. Oh là là Ah. J'ai hésité. Tim Cahill, la légende de Everton. C'est l'Australie, ça me Je le vois plus en MLS, moi, Tim Cahill. Je le vois aussi à Everton, mais je le vois. Ouais, bah il a fait 3 saisons au New York Red Bulls entre 2012 et 2015. Ouais. Ouf. Où il fait d'ailleurs, il me semble, meilleur buteur d'une saison. Enfin, il fait une saison assez. Il fait une grosse saison. Ouais, J'ai- c'est ça, j'ai ouais. plus le... Ça remonte à loin. je m'en Avec trompe, Thierry mais- Henry notamment, il fait une mais il super. fait une grosse saison. Ouais. La troisième, c'est de la vitesse. Ok. Top, j'ai la chance de partager le patronyme d'un excellent gardien français du 21e siècle, même si je suis un poil plus connu. Et oui, je suis la première grande star à avoir rejoint la MLS dans les années 70. Je joue 2 ans au New York Cosmos. Pelé. Mais pourquoi tu le dis pas? Mais parce que je m'étais fait spoiler la question. Je te laisse spoiler, j'avoue. En fait, Ah. au début de l'émission, sachant que j'avais parlé de Pelé dans ma chronique, il m'a dit Mentionne pas qu'il il joue à y aura une question sur Pelé, ne réponds pas. Je cherchais le Et gardien donc j'essaye de français. souffler Ah à bah, Marc, Pelé, et il me regarde. Et Et après, je me dis pourquoi il le dit pas? Il est bête ou quoi? Pourquoi tu le dis pas toi? Mais je sais pas, il dit Pelé. Putain, mais t'es allé chercher loin, l'homonyme français, c'était Johan Pelé. Alors Il y a aussi- l'anecdote, je vais raconter ma vie 2 secondes, mais la première fois qu'on m'a parlé de Pelé, c'est un cousin qui me parlait de Pelé le brésilien, et moi dans ma tête j'avais Tu que pensais les qu'il parlait slash de Johan Panini, je Pelé fais, mais c'est le gardien du Mans Pelé, non? Ouais. il y a aussi Putain, les refs. un Ah, grand la joueur pre- italien de l'Euro 2016 qui s'appelle comme ça. Ouais, Graziano qui finit en Pelé. Chine. Qu'on salue s'il nous Un écoute joueur d'ailleurs. par la taille, ouais. Oui, c'est ça. Un Et peu la de sérieux, Fabelon. ça repart. Vous avez un point à rattraper. Canapé de gauche 2, Super. canapé de droite 1. Quatrième question. Top, si tu es supporter du PSG pré-Qatari, tu as forcément une petite affection pour moi. Même si j'ai fait les beaux jours de l'OL et de l'OM auparavant, j'ai surtout passé 5 ans dans la Peter capitale. Luchin. Quoi Peter Luchin. Louis Ndoula, moi je dis. Ouais, Peggy Lougindoula. Yes. Bien joué. Yes, I. 148 buts en Ligue 1 et il a joué au New York Red Bulls. Oui, en même c'est temps que Johnny Il a joué milieu défensif d'ailleurs au New York Milieu Red Bulls. de- quoi Ouais, Il est hymne de là. parce qu'il y avait notamment Thierry Henry et du coup Tim Cahill qui était là et du coup bah C'est vrai. il n'y avait pas beaucoup de place pour lui. Peggy. On l'avait bien vendu à l'OM lui. Il était pas très bon, enfin il était Oh, parle moyen bien de en l'OM. Ligue 1. On est ensemble là, parle bien de l'OM. Ok. Allez, la team olympique. Top, c'est l'heure de la séquence nostalgie. Il fut un temps où les Girondins jouaient la Ligue des Champions avec un maillot rouge et blanc sur TF1, et mieux, ils battaient le Bayern grâce à une somptueuse major, et ce but, bah, c'est moi qui l'ai inscrit. Bon, je préfère oublier que quelques minutes plus tôt, j'ai ouvert le score contre mon camp. Ce match fou, Siani Mika Siani. Ouais. Oh là là. Parce que je savais si j'étais avec lui, j'avais gagné. Mika Siani, là, passé je me rappelle du passé un an au New York Et Red d'où Bulls. tu le sors celui-là quoi. Mais alors, en fait, j'aurais dû réviser l'histoire des New York Red Bulls avant de Ouais. venir. Parce que c'est que des joueurs du. Non, ça va, les autres, c'est pas que ça. Mika Siani qui d'ailleurs commentait le match de la descente des Girondins hier après m'a rangé. Question 6, 3-2 pour le canapé de droite. J'ai joué au PSG puis à l'OM, mais je ne suis pas Fabrice Fiorez. Luchin. Entre ces, la main passe au... C'est à nous. Allez. Hein. Attends, Entre prends ces le deux temps. passages dans l'Hexagone, j'ai quand même joué à Manchester United et au Real, excusez du peu. Pour mon après-carrière, c'est un peu moins ça. Après 3 expériences de coach dans mon pays, j'ai tenté d'entraîner Atlanta l'an passé pour un bilan de 2 victoires en 15 matchs. J'ai pas retrouvé de banc par la suite, mais on se souvient quand même de mes 72 caps avec l'Argentine, de mon titre avec l'OM en 2010 et de mon blaze qui Enzo, rappelle une marque Enzo, de ketchup. Enzo, ouais, Enzo. Gabi Enzo. Ça a mis un temps fou. Gabi Enzo qui a... T'avais fini sur C'était pas grandiose à Atlanta, Gabi Sur le Enzo, non? ketchup. Ah non. Ah ouais, en plus je l'avais, mais parce je me suis qu'apparemment, dit, apparemment, il était super strict. Mais c'est ce que j'ai lu, ouais, apparemment. Il était niveau sur À l'OM, moi j'en relationnel gardais un avec ses super joueurs. souvenir, hein. Je sais pas toi, mais l'OM, Gabi Heinze. Mais en, Oui. en tant que coach, apparemment, Il, à il- Atlanta, il avait quitté le PSG en disant qu'il ne pourrait jamais jouer à l'OM tellement le PSG lui représentait ses meilleurs souvenirs. Ah bah. Après, il a découvert l'OM. Il a a découvert compris. l'OM Il est et champion. il est champion. Alors que le PSG des années 2000. Attention, 4-2, si vous gagnez celle-ci, elle peut être décisive, Décisive, parce qu'il n'y a que 9 questions. Le chat, n'oubliez pas de participer, on voit que, oui, ça, évidemment, je me réfugie dans la nostalgie en parlant de Mika Siani, ça c'est un peu moins nostalgique parce que c'est plus contemporain. Top, qui a dit que la MLS était un championnat de retraités? Moi, j'y suis parti à 26 ans,
Et 5 ans plus tard, je suis toujours un membre important du Toronto FC. Il faut dire que j'en avais besoin. Jovinko. Non. Il faut dire À que nous, j'en avais à besoin nous. de cette stabilité. Ah, putain. Hormis 2 ans à Rennes entre 2011 et 2013, je n'avais jamais enchaîné 2 ans dans le même club. Putain. Enfin si, à Liverpool en tout début de carrière, mais comme j'ai jamais porté le maillot des Reds, ça compte pas trop. De près en près, j'ai découvert Genk, le Rubin Kazan, Reims ou Troyes. Je n'ai pas vraiment Mavinga. compris. Mavinga. Oui, ouais. Chris Mavinga. Chris Mavinga, ouais. Chris Mavinga, champion d'Europe U19 avec Griezmann, Ah, t'es bon, Lacazette, hein. Clément Ah, Grenier. t'es Moi, je change J'avais- pas de canapé la j'avais- prochaine fois, Moi, les je t'ai gars. grillé la. Moi j'ai grillé celle d'avant. Alors il reste 2 questions, mais comme on est gentil, celle-ci elle compte double. Allez. Oh, c'est qui le Julien Lepers là? C'est bizarre, lui. Ils sont trop forts, dit Madedi dans le chat. Ouais, moi aussi je suis Ah. impressionné. Je pensais que ça serait plus dur honnêtement en écrivant les questions, mais j'avais oublié que j'avais des cracks à côté de moi. Un crack, surtout. On reste concentré, question pour 2 points. Top, je suis de ces buteurs emblématiques du championnat italien, de ceux qui ont baroudé dans la botte en marquant au moins ma dizaine de buts chaque année pendant plus d'une décennie. Ce fut aussi probant en MLS avec l'Impact de Jovinko. Montréal. Je- Non, Ah, non. c'est pas Jovinko. Ah putain, merde. Avec l'impact de Montréal, t'as Ce dit. fut aussi probant, oui, parce que c'était l'Impact de Montréal à l'époque. Avec 20 buts, je finis 2e meilleur buteur de MLS en 2013. Pas mal, non? À 37 ans. Mon passage en Ligue 1 à Monaco a été moins réussi. Ah. C'est Vieri. C'est pas Christian Vieri, non. Non, mais Je me tais-toi. sens- C'est un italien. Mon passage en Ligue 1 a Juste- été moins réussi avec 8 petits buts en 35 matchs à Monaco. Ah, Mais Si, bah, Batov. si, Berbatov, c'est pas Berbatov. À nous. Il a pas joué en MLS. Non. Mais à Bologne, personne n'a oublié ma saison 2008-2009 où je plante 24 buts pour maintenir le 17ème de Serie A. Mon nom n'est pas le plus ronflant, mais j'ai quand même gagné un Scudetto avec la Juve, une coupe avec Parme, et je compte 14 sélections en équipe d'Italie. Je suis Monaco. Monaco? Mo- Quelle Mona- année t'as dit? Monaco, 35 matchs, 8 buts. 35 matchs, 8 buts en 2 saisons à Vous Monaco. l'avez ou pas, vous? Un crâne Ouais, chauve qui Un a joué à crâne Monaco au milieu des Kohler. années 2000. Non, c'est pas Yann Kohler, c'est un Italien. Un Italien, un crâne Au chaud. milieu des années 2000. Ouais, au milieu des années 2000, qui a fini Est-ce du que coup c'est Simone à l'Impact de Montréal, mais deuxième buteur de la MLS à l'Impact de Montréal. Un crâne chauve qui a joué dans pas mal de clubs italiens. Non? J'ai Ron. Comment il s'appelle? Pas Divaio? Marco Di Vaio. Allez! Marco Di Vaio. Ah, je l'avais pas. Fallait dire qu'il s'appelait comme moi. C'est bon, vous aurez Tu sais, trouvé. tu sais pourquoi ça là En début d'émission, je te dis que j'avais commencé avec Montréal en 2011 et il y avait la colonie d'Italiens. Ouais. Je sais pas si t'as noté des noms. Non, mais il y avait Marco il Di y avait, Vaio. il y avait Nesta à l'époque Ouais. et il y avait Di Vaio. Il y avait Divaio. Qui était en fin de carrière, qui était un vrai buteur pour le coup. À Bologne, Bien il a joué. fait des. Bien vu. La dernière question bonus, elle vaut 6 points celle-là. Allez. Regarde-le celui-là. C'est une question Écrasé, bonus, quoi. c'est une question bonus, il y a peut-être un petit piège. Top, c'est parti. Je connais la MLS, mais la MLS ne me connaît pas. En 2018, l'Impact de Montréal me fait les yeux doux et est proche de me convaincre. Normal en même temps, l'entraîneur c'est Rémi Garde et il m'a connu à Lyon. Après 3 belles saisons à Guingamp, je peux franchir le pas, mais le club canadien n'accepte pas mes demandes de maison et de voiture. Le problème, c'est que j'avais déjà résilié mon contrat à l'an avant. Je finis à Bordeaux, où 98 matchs et 18 buts plus Brillant. tard. Jimmy C'est Briand. Oui. Celui-là, je l'avais pas du tout. Jimmy Briand, J'ai- à, c'est tro- parti, pas à du tout. 37 ans, Ah, je Jean m'apprête à Bouton, découvrir la Jean Ligue Bouton. 2 ou le National 3, qui sait. On prend Jimmy son Briand. L'histoire m'a un peu Plus échappé. 6, ça fait 13-2. Chamama, Ça frère. fait 7-2 officiellement parce qu'on est gentil, mais ça aurait fait 8-7, c'est bon. Bon, Et j'étais meilleur aujourd'hui, quand même. Marco, t'es bon, t'es bon. Ouais, c'est bon, on est ensemble. Vas-y, un c'est petit bon. mot, un petit mot peut-être pour célébrer cette victoire. Bah écoute, on va vite aller outre-Atlantique. Kevin, on va rejoindre Rod, j'espère. Assez... On se connaît pas encore, Rod, mais On arrive. on On arrive arrive. assez vite. Bon bah écoutez, en tout cas, c'est la fin de cette émission. Merci Kevin, on espère que tu as passé un bon moment ici. Merci, En tout cas, c'était top. Merci à vous. Merci C'est pour très, tes très éclairages, super intéressant comme souvent sur ton compte Twitter et du coup en vrai également. On espère que vous avez aussi kiffé dans le chat, tous ceux qui ont regardé l'émission. Merci une nouvelle fois pour votre réactivité, vos commentaires toujours intéressants. Merci Marc, Christophe, Swan, Merci à toujours toi. fidèle au poste, Merci à toujours toi. C'est toi, Elio. de grande qualité. Nous on se retrouve non pas la semaine prochaine, non pas dans 2 semaines, mais dans 3 semaines. On prend des petites vacances, une petite respiration. On sera quand même présent sur Twitter, on fera quelques petits spaces d'ici là. Mais d'ici là, portez-vous bien. Merci également et surtout à Clément Durandon et Amélie à la réalisation, à Paul Laurence, à Théo Mazars et à toute l'équipe du magazine Caviar. Merci également à l'ISFJ qui nous prête ses locaux. Et on se dit à bientôt, salut.